Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais dire, c'est le quotidien. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de l'ami Chris. Et l'ami Chris, en fait, est le propriétaire. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, vous avez vu qu'on a fait une distribution sur une VW Polo 1 litre 6 de 2014. Le type de la VW, c'est la 6R Van. Van, pourquoi? Parce que j'avais dit, c'est un utilitaire, tout simplement. Donc, c'est le type 6R. Et le véhicule est arrivé ici chez moi. Et en fait, Chris va vous expliquer les aléas qu'il a rencontrés, le pourquoi le véhicule est arrivé ici chez moi et qu'est-ce qu'il avait diagnostiqué au début. Donc voilà. Allez, Chris, je te donne la parole. Donc explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu avais ressenti au début et ensuite comment ça se fait que le véhicule est arrivé ici. Voilà, alors le démarrage des problèmes du véhicule, ça a été à partir d'une lampe témoin affichée sur mon tableau de bord. Ouais. Mais avant cela, j'avais pas de signe annonciateur par rapport à la voiture, ouais. Aucun bruit ni rien. Et enfin, soit j'ai été faire diagnostiquer la voiture à un garagiste, un mécanicien qui n'est pas mon garagiste ni mécanicien habituel. Ouais, de bouche à oreille. Voilà, j'avais déjà quand même, j'avais eu affaire à lui via mon ancien véhicule, une Punto, pour des entretiens, mais des choses basiques. Voilà, au niveau grosse réparation ou quoi, voilà, c'était la première fois que je lui confiais mon véhicule. Okay. Et donc, quand je lui ai amené, je lui ai amené du matin, il devait vérifier donc le problème via sa valise diagnostique. Ouais. Via la valise diagnostique d'une personne qui connaissait parce qu'il n'en avait pas personnellement. En tant que garagiste, il n'avait même pas un petit diagnostic ou quoi que ce soit pour pouvoir savoir quel était le code erreur. En fait. Non, c'est ça. Donc je lui confie du matin, il me dit repasse en fin de journée, je t'en dirai plus. Donc on arrive en fin de journée et je vois la tête qui fait comme quoi il y a un gros problème avec mon véhicule, tout en sachant que quand moi je lui ai déposé, à part encore une fois le témoin, il n'y avait rien au niveau de la voiture. Okay. Et donc à ce moment-là, il me dit que lorsqu'il a fait appel à son ami pour l'ordinateur, la valise, lui il a pris les devants, il a anticipé parce qu'étant donné que ça arrivait plus tard, il s'est dit je vais quand même vérifier les bougies de préchauffage. Donc dans un premier temps, donc il m'a dit j'ai retiré tes bougies de préchauffage pour les vérifier. Et pour les tester, il a retiré les bougies de préchauffage. C'est ça. D'accord. Ouais. Et il a constaté que toutes mes bougies étaient nickel, il n'y avait rien. Et quand il les a remises, les bougies de préchauffage, et qu'il a voulu remettre le véhicule en route, ben là, le véhicule n'a plus démarré. Okay. Et donc il me demande à ce moment-là de lui laisser le véhicule pour qu'il puisse regarder en profondeur le problème. Okay. Donc ça c'était la première chose sur laquelle on s'est arrêté. Alors ensuite, quand moi je lui ai laissé le véhicule plusieurs jours, parce qu'il avait plusieurs voitures à s'occuper, donc c'était pas ma voiture en priorité. Elle n'était pas prioritaire. Voilà. Ouais. Donc je lui ai laissé de la semaine et quand je suis revenu, il m'a encore fait la tête comme quoi elle n'était pas remise en route et que donc il n'avait rien trouvé jusqu'à là. Et ça fait combien de temps déjà qu'elle était là? Alors je lui ai laissé de la semaine, donc la semaine, une semaine. Et à ce moment-là, donc lui il m'a fait une tête. Alors je lui ai dit pour toi ce serait quoi? Il m'a dit je pense que c'est le moteur, il est foutu. Voilà, donc ça pour lui c'était la première hypothèse sans aller trop loin. Donc se baser uniquement sur le code qu'il avait eu de sa petite valise et c'est tout. Voilà. Il a rien démonté d'autre. Parce que pour lui, voilà, non, pour lui c'était la première fois que ça lui arrivait. Il a fait appel à des amis à lui qui demandent conseil quand il a des problèmes qu'il ne sait pas poursuivre. Et même ses amis n'avaient jamais eu le problème qu'après avoir retiré des bougies de préchauffage et les remettre, le véhicule, ça marchait plus. Voilà. Ouais. Et donc, la première chose qu'il me dit, c'est que c'est la faute à pas de chance, c'est arrivé chez moi et ça aurait pu t'arriver sur le chemin le lendemain ou quoi, mais voilà. Donc en fait, il t'a dit, noir sur blanc, que le moteur était mort. Et que le fait qu'il est devenu mort, c'est arrivé sans le faire exprès chez lui. Voilà, c'était le hasard que ça soit arrivé maintenant, que ça aurait pu m'arriver l'après-midi même que je lui ai déposé. Donc à ce moment-là, je lui demande donc c'est quoi la suite, comment on envisage les choses. Donc il me dit qu'il va devoir un peu tout démonter et donc je lui dis écoute, fais pour un mieux et on verra par la suite. Je dis on voit comment toi t'aurais géré le véhicule. Donc je lui laisse encore. Donc une semaine, 2 semaines, sans nouvelles, je le recontacte et alors il me demande de passer au garage, donc je passe. Et alors il me dit je pense avoir trouvé
Et il me dit c'est un blocage du 3e cylindre, piston cylindre. Il me dit il y a eu un blocage, ce qui fait que le moteur ne tourne pas. Mais encore une fois, moi je suis novice. Tu crois ce qu'il dit. Voilà, j'écoute, c'est lui le professionnel. Voilà, c'est ça. Et alors, donc je lui dis, il me dit, je vais quand même, il me dit, comment me rassurer, parce que lui, en fait, le seul objectif, c'était de trouver la panne et de se rassurer, de se dire que c'était pas de sa faute. Enfin, soit. Okay. Donc on continue à lui laisser. Moi, étant donné que j'arrivais à me dépanner, je lui laisse. Et une semaine encore après, je lui dis alors comment ça se passe. Et là, il me dit, bah écoute, regarde, et il me montre que le moteur, il était full calaminé, il était tout calaminé. Ouais. Donc il me montre, il me dit, c'est un peu normal. Voilà, parce que moi, à chaque fois, en fait, tout ce qu'il me disait, je demandais à des amis si c'était plausible et tout ça. Et alors, on commençait à me dire, bah écoute, c'est un peu bizarre ce qu'il dit, mais attends de voir quand même la finalité des choses. Je me permets de faire une petite parenthèse. Si tu te rappelles, la première chose que moi je t'ai dit, c'est que ça semblait déjà bizarre qu'un mécanicien retire tes bougies de préchauffage pour les tester. Et je t'avais même montré, si tu te rappelles, avec un simple fil mis sur le positif de la batterie, que s'il faisait des étincelles, voilà, lorsqu'on touchait la tête de la bougie, c'est qu'elle était bonne. Donc il n'y avait pas lieu de démonter quoi que ce soit. Oui, moi, donc là, ça me laissait déjà dubitatif sur les qualificatifs de cette personne. Voilà, alors on ne donnera pas le nom. Non, rien, du tout, on n'est pas là pour ça. C'est vrai que ces méthodes, de façon, maintenant, je peux constater qu'il est quand même arriéré. Voilà, on va pas aller plus loin, mais il a certaines méthodes. On entretient de base, point. Voilà. Après, c'est tout. Ouais. Et donc, il me dit que tout est calaminé et ce qu'il va entreprendre, c'est un nettoyage complet qui dure assez longtemps. Et étant donné encore une fois qu'il avait d'autres véhicules, vaut mieux lui laisser le temps. Donc, je lui laisse encore le temps pour qu'il fasse ça correctement. Donc là, on dépasse déjà le mois, là, facilement. Ouais, on dépasse déjà le mois. Et ça, je peux pas dire, mais j'ai vu comment l'état du moteur avant et après, il avait nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. Et donc là, il me dit, à partir du moment où il a tout nettoyé, bon bah on va voir ou quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que le moteur se met quand même en route, ce qu'il n'avait pas fait depuis que je l'avais déposé, qu'il m'avait dit que voilà, après les bougies de préchauffage, ça ne se rallumait plus. Donc il se met quand même en route. Donc bonne nouvelle, même lui, avec ses mimiques, il me fait comprendre que c'est déjà une bonne étape. Donc il me dit, bah écoute, je vais tout te remonter, tout ça. Et il me dit, bah étant donné qu'il y a eu le fait que je t'ai retiré des bougies de préchauffage et que je suis intervenu dessus, c'est un sapin de Noël sur ton tableau de bord, donc il va falloir maintenant que j'ai le PC pour pouvoir te retirer tous les défauts. Enlever les défauts. Encore une fois, c'était la période du doudou, le gars qui lui assurait la valise diagnostique était un montois, donc il n'avait pas le temps, donc on laisse traîner les choses. Et que donc moi, quand même, je lui demandais, je dis, tu penses que ça va être bon, donc on va retirer les erreurs. Et pour lui, c'était bon. Donc on reçoit quand même le PC, et il reçoit le PC. Et les semaines passent encore. Et donc moi je lui téléphone, je lui demande ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est. Et il me redemande de passer au garage. Donc je repasse au garage. Elle me dit, écoute, je t'ai retiré les défauts, mais on en a un qui reste. Et là il me dit, c'est au niveau de l'arbre à cam. Il me dit, il y a un souci à ce niveau-là. Capteur d'arbre à cam. Voilà, il y a un défaut, capteur à bracam. Il y a un souci à ce niveau-là. C'est ce que j'avais. D'ailleurs, moi, entre parenthèses, je te coupe rapidement, mais c'est ce que j'avais. Si vous avez suivi la vidéo, vous avez pu remarquer que c'était le code qui remontait. Plus une bougie de préchauffage, mais ça, c'est même pas utile parce que je vais dire, ce moteur, même à froid, il démarre sans bougie. Donc voilà, c'était quand même la bonne cause. C'est ça. Et donc, moi, encore une fois, je lui dis, bah ok, si pour toi c'est ça le problème, on fait le nécessaire. Et après, le fait que, en fait, j'avais eu les problèmes chez lui. Pour moi, je voulais aussi que, parce que la plupart des gens me disaient, écoute, quand tu lui as amené la voiture, elle était nickel, et ça s'est passé chez lui, donc c'est lui aussi qui doit mettre du sien à essayer de faire son maximum pour me la sauver. Donc je lui laisse, encore une fois, je lui laisse le temps, je lui mets pas pression ni rien. Et à un moment donné, je reviens et je comprends aussi que ça l'embête un peu et que
il sera pas faire plus que ce qu'il ne l'a fait, il ne me fera pas payer ce qu'il a fait pour l'instant, mais que voilà, on en est à un point mort, qu'il va falloir se décider à quoi. Et lui me dit, il faut changer complètement de moteur, ton moteur est foutu. Le moteur est mort. Donc à ce moment-là, encore une fois, moi, toutes les informations que j'avais, je demandais à des amis et on me disait, t'es sûr qu'il a regardé si c'était les vannes EGR, si c'était pas le turbo. Lui, pour lui, qui te disent que le moteur est foutu, peut-être, mais il doit savoir ce qui en est. C'est une sortie de problème en fait. Voilà, il t'a pondu un truc comme ça, mais voilà, et alors, sans en savoir plus. Voilà. Et alors donc au moment où on recherche un moteur t'avais déjà quand même commencé à chercher un moteur. En fait, lui, il me disait, étant donné que la voiture avait 245 000 km, donc pour moi, je lui disais, d'accord, on va chercher un moteur. Et lui, en fait, il me dit, ouais, mais il faut pas que tu me trouves un moteur à 160 000 km, que je te remette sur une voiture qui a 245 000 km, et qu'après, X mois après, tu me dis, ça va pas, et que tu me reproches ça. Donc, je lui dis, non, je dis, mais pour toi, c'est quoi la meilleure option? Il me dit, il faut changer complètement. Donc moi je fais appel à des amis, parce que je lui dis, comment ça se passe, tu regardes de ton côté, et il me demande, si tu sais aussi regarder de ton côté, au moins on fait les recherches ensemble. Je dis, ça va. Donc je fais appel à des amis qui s'y connaissent dans les voitures, et je leur explique, je dis, il n'y a pas moyen. Donc on me dit à ce moment-là, écoute, les moteurs, tu n'auras pas un kit complet, sauf si tu mets le prix. Maintenant, trouve la panne de ton moteur et on va te vendre le moteur à nu et lui, il aura juste à changer le bloc. Le bloc, voilà. Et il faut remettre tous les périphériques et la boîte de vitesse. C'est ça. Et un ami me dit, moi, je peux te trouver un moteur à nu pour pas cher. Donc, directement, sur l'heure de temps, il me dit, voilà, je t'en ai trouvé un dans une caisse ou quoi. Donc, il avait toutes les données et que c'était le moteur adéquat. Donc moi à ce moment-là, je vais voir le garagiste en question. Je lui dis, j'ai trouvé un moteur. Et maintenant il va falloir le nécessaire parce que c'est toi qui vas devoir me le monter entre guillemets. Donc il me dit, ça va, on va aller le voir ensemble. Je dis ça va. Donc comme moi j'avais pas le temps, je lui dis, écoute, je suis à pied, j'ai pas le temps quoi. Je dis, tu sais aller de toi-même. Je dis au moins, t'es la personne de référence. Donc il me dit, ça va, je vais aller. Donc il s'en va à la casse et là il se rend compte en fait que le moteur que j'ai réservé, voilà. Lui il pensait avoir tout avec tout dessus, qu'il n'avait qu'à l'enlever l'autre et mettre celui-là à la place. C'est ça. D'accord. Et donc il revient et il me téléphone en me disant, écoute, il me dit, j'étais jusque là, mais il me dit, le moteur il est à nu. Il me dit, non, ça va pas. Et je dis, mais comment ça? Donc on commence à parler que lui il me dit, non, il faut changer le moteur complet. Voilà, donc en fait il savait pas remonter un bloc. Voilà. Il savait pas faire un échange des périphériques qu'il y avait dessus et la boîte de vitesse, ça pour lui c'était pas possible. Il fallait que le moteur soit complètement terminé. C'est ça. Tu lui laisses-nous tranquille s'il te plaît, tu passeras sur la caméra plus tard. Et à ce moment-là, donc je lui fais comprendre et lui me fait comprendre, on est tous les deux au courant qu'on va changer de budget. Et je lui demande, étant donné que moi ici j'ai laissé mon véhicule X temps, normalement c'était une soi-disant une panne qui devait durer peu de jours ou quoi, je dis j'ai laissé tourner les assurances. Là on est à 2-3 mois là je crois. Voilà. J'ai rien arrêté et en soi je dis comment ça va se passer c'est moi qui va devoir entreprendre les dépenses du moteur complet, je dis plus la main d'œuvre que quand tu vas devoir. Alors il me dit non, ce que j'ai entrepris pour l'instant je vais rien te faire payer, donc encore heureux. Parce que la voiture était toujours au même point. Et il me dit on verra après par la suite quand je t'aurai changé le moteur et tout ça. Alors je dis je réfléchis, je pèse le pour le contre, j'en parlais tout à des amis. Et alors, à un moment donné, et je lui dis, donc on en arrive à un point que je lui dis, non, le moteur, je dis, on va faire moitié-moitié. Et c'est de là que les embrouilles ont commencé à arriver, que le mécanicien a voulu se décharger en me disant, écoute, je vais te mettre ton véhicule sur la voirie, moi je veux plus rien avoir à faire avec. Et en même temps, je sais que le véhicule lui posait problème dans ses autres véhicules, voilà, la place ou quoi. C'est ça, j'étais un poids pour lui. Donc après, moi que je m'énervais, je me dis, il faut que je trouve une autre solution. Soit je la revends telle quelle la voiture, pour pièce. Soit j'entreprends, je savais pas quoi. Et alors, comme je suis abonné à ta chaîne YouTube, moi, en me connectant sur YouTube ou quoi, j'ai souvent tes actualités de tes différentes vidéos et je vois
que tu es sur différents moteurs, que ce soit auto et moto. Et après, je me rappelle que quand, à l'époque, on s'était connus, je t'avais confié un ordinateur et tu m'avais un peu raconté ta vie. Tu m'avais dit que tu étais électromécanicien et informaticien de formation. Électronicien, informaticien à la base, de formation. Et pour moi, je me suis dit, bon, ben, j'ai rien à perdre à te demander si au cas où tu avais le temps de regarder sur la voiture. Donc, je fais appel à toi, je t'explique. Là, on a résumé un peu la chose, mais je t'explique en détail tout ce qui s'est passé. Et pour toi, tu m'as donné ta version de ce que tu pensais, ce qui était anormal dans ce qu'il avait entrepris ou quoi. Et dans ce qu'il t'avait dit, dans ce qu'il t'avait annoncé. Et donc, à partir du moment où tu m'as dit que ça te dérangeait pas de regarder sur le véhicule et que voilà, tu regarderais par rapport à ta valise diagnostic ce qu'il en était, de ce que tu pouvais aussi constater. Peut-être les dommages qu'il m'avait peut-être créés, ou bien si la version qu'il m'avait donnée, c'était pas la version que pour toi tu allais diagnostiquer. Et voilà, et donc je suis en arrivé à toi que tu as pris la voiture en charge. Et c'est la meilleure solution que j'ai trouvée de te l'avoir confiée, car on est passé à une prise en charge rapide et les problèmes qui étaient détectés de départ étaient les réels problèmes et ont été solutionnés grâce à ton savoir-faire et tes connaissances. C'est cool, c'est gentil. Et comme donc je le rappelle, moi également, donc, quand j'ai mis la valise, il m'a ressorti une erreur d'arbre à cam, donc capteur arbre à cam. Mais comme je tiens quand même à expliquer le principe, capteur d'arbre à cam, ça veut dire que le capteur envoie une mauvaise information à l'ordinateur moteur, donc à l'UCH. Mais ça peut être tout à fait la partie qui donne les informations, donc la partie mécanique qui donne les informations au capteur. Donc, je vais dire, quand un capteur électronique qui remonte simplement les informations est défaillant, on n'entendait pas ce que j'ai pu, moi, entendre lorsque j'ai réussi à le démarrer avec du nettoyant frein, un claquement énorme dans le bloc. Parce qu'un claquement, c'est sûr et certain que c'est un problème mécanique. Ce n'est pas un problème électronique qui sait faire claquer et entendre un claquement. Donc, le problème du capteur, ce n'était pas le capteur proprement dit électroniquement, c'était une remontée d'informations au capteur, mais via la partie mécanique. Donc via, comme j'ai dit, un mauvais calage de distribution, parce que le capteur, en fait, doit être en corrélation avec le capteur du vilebrequin qui se trouve dans le bas du moteur, et s'ils ne sont pas en corrélation et bien calés, il y a une erreur. Et c'est cette erreur-là qui était remontée. Donc ce n'était pas une erreur du capteur, c'était une erreur de recevoir les bonnes infos. Et de ce fait-là, du fait qu'en plus j'ai entendu l'énorme bruit, moi je t'ai dit directement que c'était la distribution. Ce que j'ai dit aussi sur la vidéo. Et bien sûr, après avoir approfondi le système et après avoir démonté la distrie et avoir testé le tout, on s'est rendu compte que la distrie était absolument mal calée. Donc maintenant, est-ce que... c'est même pas est-ce que, oui, c'est lui qui a chipoté, parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo et comme je te l'ai montré, il y a beaucoup de choses qui ont été démontées à cet endroit-là, et dont même un fil coupé sur le capteur de température du niveau de liquide de refroidissement. Donc, je vais dire, le fil, il ne s'est pas se couper tout seul, et les vis qui manquent ou les choses de genre, elles ne sont pas parties toutes seules. Donc, on a bien chipoté sur la distrie, et c'était mon diagnostic de départ, et en fait, voilà, il n'y avait que la distrie à caler. Donc, on a remis une nouvelle distrie, nouvelle pompe à eau, nouveau courroie d'accessoires, et ton moteur, il est tourné au 8e de tour, quoi. Donc, l'histoire de dire que ton moteur était mort, désolé, non. Incroyable. Donc, voilà. Voilà un petit peu, donc les amis, l'histoire de la semaine dernière, donc la distrie de cette voiture et comment une personne, le pauvre ici, on ne va pas lui en vouloir, parce que bon, tout le monde ne connaît pas le b.a.-ba de la mécanique. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est logique, il fait confiance à quelqu'un qui croit être un professionnel, en l'occurrence le garagiste. Mais évidemment, la personne avec ses qualités limitées, on va le dire comme ça, pour pas dire autre chose, elle peut vous faire manger ce que vous voulez, quoi. Lui, il est fort dans son métier, mais pas nécessairement en mécanique, donc il se repose complètement sur les dires d'un pseudo-mécanicien, et en fait, il l'a embobiné comme pas deux, avec même plusieurs mois de retenue du véhicule. Donc lui, il a dû se débrouiller par tous les moyens, et heureusement que tu n'es pas tombé dans le fief du panneau, à aller chercher un moteur qui, même à mon avis, je pense, lui n'aurait pas été capable du tout, d'ailleurs c'est ce qu'il t'a essayé de te faire comprendre, n'est pas capable du tout de le remonter, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que, les amis, faites quand même très très attention quand vous êtes novice en partie mécanique. C'est pas parce que vous avez nécessairement quelqu'un en face de vous qui dit connaître la mécanique qu'il fait les bons choix ou il vous donne les bonnes options. Donc voilà, il vaut mieux toujours avoir, comme dans tout, comme dans la vie d'ailleurs, plusieurs avis.
Donc n'hésitez pas à demander autour de vous, ou à différents garages même, ou à différents amis qui s'y connaissent un peu, quelle serait son idée, quoi. Et après, à un moment donné, si vous avez plusieurs idées qui corrèlent ensemble, là vous vous dites, ah ok, j'en ai quand même 4-5 qui m'ont dit que c'était ça, donc ça peut être ça. Voilà. Si je peux ajouter un petit conseil, parce qu'il faut être pris pour être appris, que, étant donné que je faisais confiance à la personne dans ce qu'il entreprenait sur mon véhicule, je ne restais pas auprès de lui. Donc je lui laissais total accès, totale confiance sur le véhicule. Donc tu n'avais que le résumé en fait de ce qu'il était censé avoir fait sur la voiture. Et le problème c'est que comme je n'étais pas là, je ne pouvais pas contredire. Et par rapport à la façon de travailler de Thierry, que je ne restais peut-être pas aussi à côté du véhicule, mais j'avais assez souvent des retours par rapport à des photos, des vidéos explicatives. Tout ce que je trouve, je l'envoie au client. Et Thierry n'a jamais passé une étape supérieure sans me demander mon avis et sans me dire à chaque fois les coûts que ça allait engendrer. Et il n'y a jamais eu de surprise au niveau des coûts et au niveau de problèmes ultérieurs, sauf s'il me disait si je commence avec ça et qu'il arrive ça, il me disait les possibilités que ça pouvait engendrer. Donc il n'y a jamais eu de surprise. Par contre, avec mon lui, à la rigueur, il disait, mais ce qu'il avait fait. Donc c'était trop tard, il l'avait déjà fait. Voilà, c'est ça. Et après, ça pouvait m'être reproché à la fin de me dire, t'aurais dû rester, t'aurais vu que. Et sur ça, c'est vrai que si je pouvais donner un conseil, c'est soit si on n'a pas trop d'explications ou bien trop de visuels par rapport au problème, vaut mieux rester, même si ça doit prendre du temps, vaut mieux rester à côté du garage. Et voir exactement ce qu'il fait. Et avoir votre propre diagnostic. Ne pas hésiter à poser des questions sur les démarches. Et si maintenant vous avez des amis ou bien des personnes que vous connaissez qui s'y connaissent dans la voiture, essayez de retenir un maximum d'informations pour pouvoir poser questions. Voilà. Écoutez les amis, d'ailleurs, je fais une parenthèse à ce sujet, le groupe sur Facebook Bricoleur et Cagnac est justement là pour ça. Donc si vous avez des problèmes sur un de vos véhicules ou sur un véhicule de vos amis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser les questions sur le groupe Bricoleur et Cagnac ou sur Instagram, vous retrouvez aussi Bricoleur et Cagnac, et soit moi ou la communauté, on essaiera par tous les moyens de vous répondre au plus vite et de solutionner votre problème. Attention que la mécanique, c'est pas du devin non plus. Donc si je ne suis pas sur place devant le véhicule avec une valise de diag, généralement, ça devient comme un peu complexe ou un peu difficile, mais il y a certaines pannes qui sont répétitives, ou certains indices, comme par exemple ici, même sans la valise, en entendant le bruit de claquement du moteur, je savais dire que c'était la distrie. Voilà. Donc il y a certaines choses qui vous mettent directement sur la piste. Donc n'hésitez pas les amis, prenez le plus d'informations possible auprès de vos amis ou des autres garagistes avant d'entamer des grosses dépenses ou quoi que ce soit sur vos véhicules. Voilà, ça c'était la grosse parenthèse que je voulais un petit peu vous dire, parce que en remontée d'informations, j'ai quand même pas mal de personnes qui se font avoir, quoi. Donc n'hésitez pas, prenez toutes les informations possibles, imaginables avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Alors, passons sur le fait. Donc ici, maintenant, on se retrouve encore sur la VW Polo. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand Chris a repris le véhicule, quand il me l'a amené d'abord, c'était en pleine journée. Donc, on l'amène, on met le véhicule là, et puis je le répare, voilà. Et quand il vient le rechercher, par contre, il est 18h, je pense, quelque chose comme ça, et il fait noir. Et donc, on essaie d'allumer les phares, pas de phare. Je lui dis, tiens, bizarre, pas de phare. Bon, évidemment, moi, je ne les ai pas testés, les phares, parce que j'ai toujours, pendant la journée, la voiture est arrivée dans la journée, j'ai travaillé pendant la journée, donc voilà. Et en fait, on a remarqué que les deux ampoules de phares normaux, phares feux de route, on est dans de bêtises, je pense. Les feux normaux, c'est les feux de route, les autres, c'est les croisements, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, les feux de route, je pense, ou le contraire, vous changerez par vous-même, mais bon, j'ai jamais bien su, moi, c'était lesquels les bons. Et donc, de ce fait-là, on s'est rendu compte que les ampoules étaient mortes. Par contre, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte aussi ? C'est qu'il n'y avait pas de cache à l'arrière de l'optique, comme 99% des voitures, où on dévisse le cache, on a accès à l'ampoule, on enlève l'ampoule, et point barre, quoi. Non, ici, il n'y a pas de cache. Il y a une grosse fiche qui vient sur l'arrière de l'optique, et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut démonter tout l'optique de phare, il faut le tirer de la voiture, pour avoir accès à la possibilité de changer une ampoule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Vous l'aurez compris, on va changer les ampoules de la VW Polo 1600, voilà, Chris les a. Et donc, comme c'est pas évident, comme je viens de vous expliquer, il n'y a pas
un cache à tourner et changer l'ampoule, comme les 3/4 des voitures, eh ben, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire sur ce genre de véhicule. Maintenant, je ne sais pas de tête s'il existe d'autres types de véhicules qui ont cette problématique, où il faut démonter obligatoirement, mais je pense que dans l'avenir, ça va être de plus en plus récurrent. Pourquoi? Ben parce que les voitures sont de plus en plus compactes. Donc ça veut dire qu'on a de moins en moins de place pour passer ses mains ou quoi. Donc ben, on n'a pas trop le choix que de démonter l'optique pour aller travailler dessus pour changer l'ampoule. Donc voilà. Donc on va se positionner autrement et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est sur les optiques et qu'est-ce qu'il va falloir démonter. Allez, on est parti. Go! Voilà les amis, donc l'optique ici. Alors on peut regarder, ici on a un gros rond à l'arrière comme on a sur beaucoup de véhicules, mais en fait on a un gros caoutchouc ici et c'est quasiment tout. On a des fils ici dedans, on n'a rien d'autre, donc on n'a pas trop accès à l'ampoule. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder pour démonter l'optique. Donc je vois ici il y a un boulon, 2 boulons, 3 boulons, enfin 3 vis ici, ce sont des Torx. Donc on va démonter les 3 ici et puis on va regarder si avec ces 3 enlevés on sait tirer le phare ou si il y a d'autres choses à démonter. Allez, je vous place et puis moi je démonte le phare. Voilà les amis, donc le phare est retiré. Donc pour l'enlever le phare, vous enlevez 2 vis Torx qui est juste ici sur un petit maintien noir qui est tenu par 2 autres vis Torx. À ce moment-là, donc ce côté-là, c'est la calandre et ce côté-ci, c'est l'aile gauche. Donc, vous démontez les 2 petites vis qui se tiennent sur le petit support ici noir métallique et vous démontez les 2 petites vis qui tiennent le support métallique noir. Et comme ça, ça vous permet d'enlever le support et vous avez ceci. Et après, tout ce qu'il faut simplement faire, c'est mettre votre main derrière le phare et tirer assez fort vers vous. Ce qui va permettre de venir déclipser. Voilà, donc ici vous voyez, il y a un petit ponté et donc en fait il y a une griffe sur la voiture et la griffe vient clipser votre phare tout simplement. Donc il y en a une là et il y en a une ici. Donc il n'y a pas lieu de tirer vers le haut ou vers le bas, il suffit simplement de tirer vers l'avant et le phare se déclipse tout seul. Voilà. Donc ce qui fait qu'après on a accès à ces pseudo caoutchoucs ici, voilà, et on voit les ampoules dans le fond. Alors, vous allez peut-être me dire, certains vont me dire, bah ouais, bah si on a accès aux ampoules, pourquoi tu as démonté le phare? Bah tout simplement parce que de cette partie-ci, on n'a pas accès de pouvoir mettre sa main, parce qu'il y a plein de choses, quoi. Il y a le bocal de liquide de refroidissement, il y a, je ne sais plus quoi exactement, mais des câblages, des choses de genre, donc vous ne savez pas passer votre main. Vous êtes obligé de retirer le bloc pour pouvoir changer vos ampoules. Voilà. Alors, donc on retire les 2 caoutchoucs, voilà. Nous, ce qu'on a besoin de remplacer, si ma mémoire est bonne, quand on a fait le test, je pense que c'est cette ampoule-ci, hein, Chris? C'est ça. Hein. Donc c'est l'ampoule qui est, donc quand votre phare est mis, donc je rappelle que ceci c'est le phare gauche, donc c'est l'ampoule qui est le plus à gauche possible, donc à l'extérieur du véhicule, près de l'aile. Donc c'est cette ampoule-là. Voilà. Alors après, là on retrouve plus ou moins les mêmes genres de connectiques que sur d'autres véhicules. Donc on a une fiche ici à enlever, qui est sur les pattes de l'ampoule, qui est dure comme tout. Et après je regarde comment l'ampoule est mise. Ah oui d'accord, il faut... Qu'est-ce que c'est? C'est du Torx. Je pense que c'est du Torx, mais c'est du Torx mini. Je vais voir. Essayer de prendre une petite clé Torx. Parce que là on est quand même sur des tout petits modèles, je vois. Donc c'est peut-être du 2 ou du 4, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment petit en tout cas. Donc on va prendre le plus petit que j'ai, c'est... Ouais, bien sûr, ah si, c'est pas noté. Bon, je sais pas trop, il n'est pas trop marqué, mais je crois que c'est vrai. Enfin, de toute façon, sur votre système, si vous avez, c'est la clé la plus petite. Alors, est-ce que ça va dedans? Oui, parce que ça va même trop dedans. Donc c'est le modèle juste au-dessus. Donc hop. J'espère qu'ils n'ont pas été nous mettre des petits embouts spéciaux ou quoi. Non, ça a l'air d'aller, voilà. Et donc en fait ce sont des petites vis Torx avec une petite rondelle au cul de la vis, on va dire ça comme ça. Alors bien sûr on essaie de faire très attention parce que si elle tombe dans le bloc, vous allez me dire oui on peut peut-être retourner le bloc pour avoir la vis, mais ça peut arriver aussi que si elle tombe elle reste bloquée dans votre bloc. Et là à ce moment là c'est un peu la merde pour aller récupérer l'ampoule. Alors... Ouais, donc en fait, l'ampoule, il y a 2 pattes dessus. Donc, on va essayer. Eh ben voilà, bien.
ce que je dis à ne pas faire, je le fais. Ben, vous voyez que, voilà, il y a, hop, elle est par terre. Voilà. Donc, il y a deux petites vis, comme ça ici. Voilà. Donc ça, c'est à démonter. Et vous avez votre ampoule ici, qui n'est pas du tout avec un culot, comme j'ai dit, conventionnel. En fait, c'est deux petites pattes clips ici. Il faut prendre un petit... Tu peux pas regarder, Chris, si tu veux, dans le tiroir où il est marqué mal aussi. Là. Où il est marqué mal aussi. Le tiroir, devant toi. Street moto mal aussi. Ah oui, oui. Voilà, là, il y a un petit tournevis jaune complètement à droite. Voilà. Non, jaune. Complètement jaune, c'est un petit plat. Complètement à droite. Tu le vois pas? Non, à droite. Un tout petit plat. Ouais, c'est ça. En jaune et rouge, ouais, voilà. Merci. Voilà, et donc vous devez faire une petite pesée ici derrière pour pouvoir déclipser l'ampoule. Je pense, sans dire de conneries, à moins qu'elle soit mise dans un autre support. Regardez, parce que là, je vois un autre truc. Ce qu'il y a, c'est que je dois le prendre à la main, et ça, j'aime pas trop. Ah oui, c'est peut-être possible. Ouais, je pense qu'en fait, elle est clipsée dans... Ouais, voilà. Il ne faut pas démonter le support, il suffit simplement de tirer la lampe. Par contre, pour remettre la nouvelle, faites pas ce que je viens de faire. Donc, mettez surtout pas vos doigts dessus. On va prendre un petit morceau de papier pour pouvoir manipuler l'ampoule. Parce que... Eh, c'est pas des H7, ça, hein, c'est des H4 qui t'ont donné. Moi, je lui ai donné pas ça. La carte grise. C'est pas ça du tout. C'est pas la même. Ça, c'est des H4. Non. C'est pas bon. Ouais, il faut y retourner. Ouais, et donc, en fait, voilà. Et ce sont des H7, ici. Donc, c'est une ampoule H7. C'est bien ce que j'avais trouvé, moi. Contrairement aux vendeurs de pièces qui... c'est son boulot. Mais il gourre, comme pas mal, d'ailleurs, hein. La preuve, puisqu'on en a donné à notre ami Chris, le pauvre malheureux, lui, il n'est pas censé savoir non plus ce qu'il y a comme ampoule. Donc il fait encore une fois confiance à un vendeur professionnel qui vend ce qu'il ne faut pas. Voilà, donc on lui a donné des H4 et non, ce sont des H7. Donc il suffit plus que d'y retourner et d'aller les changer. Allez, donc on se retrouve tout de suite après. Alors, les amis, voilà, donc on a remis l'ampoule dans son logement, comme vous avez pu le voir. On a remis le phare sans le reclipser et on a mis la fiche derrière. Alors, on va voir maintenant. Chris, vas-y, tu peux allumer, mettre le contact, et voilà. Donc, les feux de route sont allumés. Et si tu peux mettre les croisements, voilà, et ça, c'est les longues portées. Donc, nos phares fonctionnent. Donc, vous avez vu comment... faire pour remplacer les ampoules, il faut sortir obligatoirement le phare. Et donc ce que je vous disais tantôt, c'est les deux vis là et la petite patte ici. Je vous le remonte ici puisque j'ai la même chose de l'autre côté. Donc les deux vis, c'est celle-ci et celle-là. Et ce qu'il faut enlever, en fait, c'est ces quatre vis ici pour pouvoir enlever votre support métallique ici. Ce qui vous permet après de tirer vers l'avant pour votre phare. Il va sortir du logement des deux clips et vous avez accès aux deux gros caoutchoucs qui permettent de changer les ampoules. Voilà, parce que regardez, ici par exemple, il y a un caoutchouc qui est là-bas, donc c'est impossible, je vais dire, d'aller avec sa main complètement dans le fond du phare pour aller chercher l'ampoule. Ce n'est absolument pas possible. Donc la seule chose qui reste à faire, c'est de tirer le phare, comme on l'a dit. Allez, on finit le remplacement par celui-là, et puis on attaquera celui-là. A tout de suite. Et ben voilà, les amis, donc vous avez vu comment on fait pour remplacer l'ampoule sur une VW Polo de 2014 en un litre 6 TDI. Donc en fait, je le réexplique, il faut démonter le phare obligatoirement. Vous n'avez pas accès, vous pouvez avoir accès à l'arrière du phare en enlevant le gros caoutchouc, mais vous n'aurez pas accès à l'ampoule, c'est pas possible, ou alors il faut des mains de bébé pour pouvoir y arriver. Voilà, donc le plus simple, c'est de démonter votre optique, comme je viens de vous le montrer. Il n'y a pas midi à 14h et c'est pas hyper compliqué. Le tout, c'est de savoir exactement comment faire pour ne pas casser les pattes du phare. Donc c'est pour ça qu'on vous a fait ce petit tuto rapide. Et en même temps, je le rappelle, on vous explique en début de vidéo comment faire pour ne pas vous faire arnaquer financièrement en écoutant les dires d'une seule personne quand vous allez mettre vos véhicules à réparer ou quoi. Essayez d'avoir la plus de diversité possible auprès de vos amis ou d'autres connaissances qui vont vous aider et au moins comme ça, vous pouvez de par vous-même diagnostiquer et prendre une solution qui sera beaucoup plus avantageuse, je pense, que si vous vous penchez uniquement sur une seule solution. Voilà.
Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous partager sur les réseaux sociaux les vidéos, vous les gardez dans votre PC si jamais vous avez le même véhicule. Vous faites ça à votre convenance. Vous nous retrouvez sur Instagram et sur Facebook dans les groupes Bricoleurs à Cagnac. Et donc notre ami Chris et moi-même, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Salut, salut.